Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Un focus aujourd'hui sur l'intégration des élèves non francophones ou allophones, expatriés venus avec leur famille, mineurs isolés, immigrés, gens du voyage. En 2019 par exemple, ils étaient 68 000 à avoir été scolarisés en école élémentaire, au collège ou en lycée. Un sujet qui rencontre l'actualité aujourd'hui, puisque depuis le début du conflit, 6 800 élèves ukrainiens sont en ce moment scolarisés en France. Des unités pédagogiques dédiées sont là pour les aider, mais certains acteurs dénoncent des conditions de travail de plus en plus dures. On va faire le point aujourd'hui avec Antoine Destray, directeur de l'Académie de Paris, en charge entre autres des CASNAV, des centres académiques donc pour la scolarisation des élèves allophones. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Merci beaucoup d'être avec nous, Antoine Destray. Première question assez simple, pour qu'on fasse un peu le constat avec vous. Combien sont-ils d'élèves allophones aujourd'hui sur le territoire français? On va parler de l'Académie de Paris évidemment, mais à peu près. Bon, à peu près, le ministre disait la semaine dernière qu'il y avait 10 000 élèves ukrainiens scolarisés dans les écoles, les collèges et les lycées en France. À peu près 10 000 élèves ukrainiens. Combien d'élèves allophones? Oh là, allophone. Donc, oui, alors, pour l'Académie de Paris, si vous voulez nous donner les chiffres. Oui, ce que je peux vous dire, par exemple, c'est peut-être dire que finalement, déjà, l'accueil de ce type d'élèves, nous l'avons à Paris et ailleurs. C'est vrai qu'on parle des enfants ukrainiens, c'est bien normal, mais sachez, par exemple, que nous, dans les UPE2A, ces unités pour enfants allophones, on a 62 nationalités. Et avant l'arrivée des petits Ukrainiens, on avait 2400 élèves dans nos UPE2A. Oui, parce que comme vous le dites, c'est bien de le préciser, on parle évidemment de cette actualité puisqu'il y a le conflit actuel, mais évidemment, bien avant, et plein de nationalités sont représentées. L'Académie de Paris, elle en accueille plus que les autres académies en France? Un tout petit peu plus, un tout petit peu plus proportionnellement, mais bon, aujourd'hui, c'est 350 élèves qui sont dans les écoles, les collèges, depuis la maternelle jusqu'au lycée. Donc voilà, c'est à peu près une vingtaine de plus chaque jour. Voilà. Et peut-être la particularité des petits Ukrainiens à Paris, c'est qu'ils sont souvent chez des particuliers, familles ou amis. Donc voilà, c'est pas forcément la même chose sur le territoire français. Parce qu'il y a l'accueil évidemment scolaire et puis il y a l'accueil aussi physique. Dans quel sens ils évoluent ces chiffres, Antoine Destray? C'est-à-dire qu'on en accueille de plus en plus, on va dire, ces dernières années, des élèves venus d'ailleurs, voilà, qui se retrouvent scolarisés en France, ou pas forcément? Pas forcément. D'ailleurs, cette année, on en avait plutôt moins que l'année passée. D'accord. C'est la raison pour laquelle, à Paris, nous n'avons pas de difficulté à scolariser dans nos UPE2A. Sachez qu'on a... donc, qu'est-ce que c'est qu'une UPE2A? C'est pas une classe au sens où c'est fermé toute l'année. C'était ma prochaine question, justement. Comment se passe l'accueil de ces nouveaux arrivants? C'est des SAS, en fait. C'est des SAS. Donc, l'idée, c'est que, dans la mesure où la plupart de ceux qui nous arrivent ne parlent pas le français, il faut qu'il y ait un SAS, et le plus vite possible, c'est pour ça qu'on dit unité et non pas classe, c'est le plus vite possible, ils vont rejoindre les classes de l'école, du collège et du lycée, dès qu'ils ont une maîtrise suffisante du français. Il y a presque deux formes d'accueil, ces unités pédagogiques et puis la scolarisation finalement basique, on se retrouve dans une classe... Absolument. Et sachez, alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nous, à Paris, on a donc 50 classes unités de ce type en école primaire, et on en a 80 en collège et en lycée. Et comme c'est suffisant? Alors, justement, c'est ce que je vous disais, on a un peu moins d'accueil cette année, ce qui fait qu'effectivement, je vous disais, il y a 350 enfants qui sont aujourd'hui scolarisés dans Paris, des petits Ukrainiens. On a encore 450 places. Donc voilà, nous sommes dans une situation plutôt favorable pour accueillir dans de bonnes conditions ces petits Ukrainiens. On va revenir justement dans le détail de cet accompagnement. Vous parliez de SAS, à leur arrivée sur le territoire. Donc ça commence par quoi? Par un test, déjà pour établir leur niveau de français? Oui, alors avant ça, parce que je peux être un particulier, je peux être un directeur d'école, un chef d'établissement, et
Voilà, qu'est-ce que je fais? Et donc, on a mis un numéro, je me permets de donner, donc c'est le 0800 200 146. C'est un numéro unique, on a souhaité, un guichet unique, on a souhaité le mettre en place. À disposition donc des acteurs de l'éducation nationale et autres, et parents, et élus, etc. J'ai un petit Ukrainien à scolariser. Et si donc nous, on prend en charge. Je dis ça parce que vous pouvez avoir un enfant, donc on va dire qui ne maîtrise pas le français, etc., qui ira dans ses UPE2A, mais vous pouvez avoir un enfant handicapé, vous pouvez avoir un enfant malade, et pour ne pas obliger les familles ou enfin ceux qui s'occupent de ces enfants à passer d'un service à l'autre, donc la première chose c'est un guichet unique, et puis après c'est des tests, en tout cas à partir du CP, test de français, test de mathématiques pour pouvoir évaluer. Et en fonction de ce niveau-là, donc on rentre plus ou moins vite, c'est ça, dans le système scolaire normal. Il peut y avoir des cas où les élèves restent un peu plus longtemps en unité pédagogique, le temps de se faire un niveau de français, c'est ça ? C'est ça. Et puis même si vous ne maîtrisez pas le français, vous pouvez aller faire le cours d'éducation physique et sportive, par exemple. Vous pouvez aller en cours d'éducation musicale. Donc voilà. Le but, c'est bien de les mettre le plus rapidement possible. Et ils vont très vite. Alors plus ils sont jeunes, vous vous en doutez, plus ils sont jeunes et plus ils maîtrisent vite le français. Du reste, les UPE2A dont on parlait, il n'y en a pas en maternelle. Il n'y en a pas en maternelle, parce qu'un enfant de maternelle, finalement, a côtoyé ses camarades, a écouté les adultes, il maîtrise très très vite le français. En moyenne, combien de temps sont-ils suivis, ces jeunes élèves, c'est-à-dire entre le temps où ils arrivent en France, où ils se familiarisent donc avec la langue, avec notre système scolaire? Ça peut durer quoi? Des mois, des années? Alors des mois, oui. Mais parfois, enfin, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a beaucoup d'enfants francophones qui arrivent, donc qui vont directement, ou qui peuvent avoir besoin du SAS, mais pour d'autres raisons. Donc non, c'est très 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 variable. Et l'avantage, c'est que dans ces classes, enfin, pour faire la classe, on a des enseignants spécialisés qui ont une certification qui s'appelle français langue seconde et qui savent très très bien s'adapter, justement, qui ont l'habitude de s'adapter à des niveaux extrêmement différents. Et le principe, c'est qu'on ne fait pas de classe non plus d'ukrainien ou de classe russe. Vous avez dans une même classe, vous pouvez avoir plusieurs nationalités. C'est bien de le préciser. Là, vous parliez d'enseignants, donc au sein de l'éducation nationale même, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui sont donc formés à ces enjeux-là. Comment le sont-ils? Est-ce qu'ils le sont tous, par exemple? Est-ce que ceux qui accueillent, à un moment donné, au cours de la scolarisation, au cours de la scolarité, un élève venu d'ailleurs, il passe par une formation, l'enseignant, c'est presque obligatoire? Oui, parce que vous ne pouvez pas vous improviser. Enfin, si vous voulez faire progresser, il faut avoir un certain nombre de techniques. Donc, effectivement, ils ont cette certification. Vous dire aussi que, bon, je vous ai dit, on a de la place encore beau. Mais si d'aventure, finalement, le flux était tel que nous n'avions plus de place, eh bien, ce que nous avons fait, c'est que j'ai lancé une enquête pour repérer les enseignants de Paris qui ont cette certification et qui pourraient être mobilisés si nous avions à ouvrir 2 nouvelles UPE2A. Je me permets quand même, Antoine Destray, de reprendre une tribune, notamment qui a été écrite par des enseignants de Seine-Saint-Denis, en charge d'élèves allophones, justement, qui ont récemment alerté sur les ratés des dispositifs d'inclusion mis en place depuis 10 ans. Ils dénoncent notamment un nombre d'heures d'apprentissage largement insuffisant. Est-ce que vous partagez ce constat? Mais non. Enfin, si on parle bien des enfants allophones, si on parle de la situation telle que je l'observe à Paris, non, je ne crois pas. Et moi, je crois que plutôt, enfin, vous voyez, personne ne connaissait ce que c'était qu'une UPE2A, et l'arrivée des petits Ukrainiens fait découvrir à tous ce dispositif. Non, je crois que c'est vraiment la France peut être très fière d'avoir ces dispositifs qui, encore une fois, sont des dispositifs ou des unités et non pas des classes. Ça existait il y a 15-20 ans, c'est fini. Aujourd'hui, c'est des SAS. Et vraiment, je trouve que c'est plutôt une réussite du système éducatif français. Est-ce qu'on a des données, Antoine Destray, sur la réussite scolaire de ces élèves? Est-ce qu'on arrive à les suivre? Est-ce qu'on sait si, voilà, une fois qu'on les a un peu lâchés dans la nature,
sûr? Est-ce qu'ils ont réussi à s'accrocher au système scolaire français? Mais c'est très, très, très variable. En fait, si vous avez les petits Ukrainiens, par exemple, sont allés à l'école, sont allés au collège, sont allés Ils allaient déjà à l'école, en effet, dans leur pays d'origine. Or, vous avez des enfants qui arrivent de l'étranger qui n'ont jamais été scolarisés. Du reste, ceux-là ont des dispositifs encore à part, parce qu'il faut d'abord un certain nombre d'apprentissage de base qui ne sont pas du tout installés. Le rapport à l'école n'est pas... Donc voilà, une grande variété vous pouvez avoir des enfants étrangers appartenant à des milieux extrêmement privilégiés, et la seule chose, c'est que la maîtrise de la langue n'est pas au rendez-vous, en tout cas pas immédiatement. Donc encore une fois, une grande variété de niveaux. Mais donc qui dit variété de niveau, variété de profil, dit variété aussi de la manière dont on les accompagne. C'est difficile de s'adapter à des élèves, comme vous dites, qui ne viennent pas des mêmes pays, qui n'ont pas les mêmes besoins. En tant que professeur ou en tant qu'enseignant dans ces unités pédagogiques, il faut être formé tout le temps. Oui, non, mais c'est la raison pour laquelle cette certification est aussi importante. Vous voyez, vendredi dernier, j'étais au ministère. Le ministre Blanquer recevait des enfants ukrainiens qu'il a fait, de reste, parler avec leur ministre de l'Éducation en Ukraine. Et il y avait là la maîtresse du PE2A qui était une enseignante du RUI. Clairement, il y a deux choses. Il y a évidemment la compétence, la professionnalité, mais il y a aussi l'engagement de la personne. Clairement, il faut les deux, et il semble que ce soit un gage de réussite, en effet. Comment le système pourrait être amélioré s'il fallait, si vous deviez demander quelque chose demain, ce serait quoi? Améliorer, je sais. Ah, si. Alors, vous avez raison. Il y a des points, qu'on repère, parce que vous avez compris, je m'occupe au rectorat de tous les services. J'ai en charge tous les services. Jamais je ne m'étais intéressé à ce point au CASNAV. Donc, et je découvre qu'on peut en effet apporter des améliorations. Ça peut être dans l'accueil. Le numéro dont je vous parlais, le numéro unique qu'on a mis en place pour les Ukrainiens. Pourquoi ne le mettons-nous pas en place pour tous les autres? Vous voyez? Donc, peut-être que ce contexte-là, cet accueil-là qu'on fait aujourd'hui à ces élèves ukrainiens, va peut-être faire passer à un autre niveau pour d'autres élèves. En tout cas, moi, j'apprends. Être le déclencheur de quelque chose. Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que je découvre les petites failles ici ou là en me disant qu'après tout... pourquoi est-ce que nous ne faisons pas, pour tous les enfants qui arrivent, tous les enfants de réfugiés, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ce qu'on est en train de faire pour les Ukrainiens? Donc je pense qu'on en tirera aussi bénéfice, en effet. Leur réserver le même accueil. Absolument. Merci beaucoup Antoine Destrez d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes donc directeur de l'Académie de Paris. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.